Père François Rouleau, bonjour. Bonjour. Alors, rapprochez-vous un petit peu du micro. On est heureux de vous accueillir pour donc parler de cette journée mondiale des migrants. Elle existe depuis quand, Père François Rouleau? Alors, cette journée mondiale, elle existe depuis une centaine d'années, 103 ou 105 ans. Je ne sais plus la date précise. Mais dans l'Église de France, elle a été remise un peu au goût du jour il n'y a pas très longtemps. Donc, il y a une dizaine d'années. Mais elle existait bien antérieurement. Et c'est mondial. Et à cette occasion-là, tous les ans, le pape en exercice adresse à l'ensemble des catholiques du monde entier un message sur lequel il invite les personnes à prendre le temps de réfléchir et de voir où en sont-ils par rapport au contenu de ce message. Et cette année, le pape François a mis l'accent sur les jeunes mineurs isolés et très fragilisés qui sont à travers le monde et qui sont seuls. Ça ne veut pas dire qu'on oublie les autres, mais ça veut dire qu'on invite l'ensemble des catholiques et des hommes et des femmes de bonne volonté à regarder de près la réalité de vie de ces jeunes mineurs isolés, avec tout ce que ça comporte au niveau de leur propre culture, au niveau de la compréhension de la langue, au niveau de la compréhension des lois et au niveau de la fameuse question toujours litigieuse du test. Êtes-vous majeur, êtes-vous mineur? Oui, vous faites allusion au test osseux. Et c'est la fameuse question du test osseux. Et en même temps, c'est tout le poids très compliqué devant lequel un certain nombre de juristes se trouvent confrontés, qui est le poids de la culture. Je donne un fait précis qui s'est passé au tribunal Orléans, auquel j'étais témoin. Dans un pays d'Afrique, un jeune ne remet jamais en cause la parole d'un adulte. Et quand un adulte dit à un jeune « tu vas avec monsieur », eh bien on lui fait confiance. Donc, chose que je comprends, des juristes français disent « mais vous êtes venu avec un passeur ». Mais ça, c'est le mot d'un Français. C'est le mot d'un juriste français. C'est absolument pas le mot du pays d'origine de ce jeune ou de ces jeunes. Et là, c'est toujours névralgique parce que des jeunes se trouvent confrontés au domaine judiciaire qui ne connaissent quasiment rien. Et l'enjeu, c'est qu'il y ait des adultes, et ça existe en grand nombre, pas assez devant l'importance de tous ces jeunes qui sont là, pour leur expliquer un peu des choses et dire, voilà comment, au niveau d'un jugement, au niveau d'un tribunal, comment vous pouvez faire et pas faire. Voilà, le décor est planté, Frédéric Sabourin. On va rebondir justement sur ces jeunes mineurs. Il y en a 95 qui ont été accueillis en Loiret depuis l'automne dernier, fin octobre, début novembre. Oui. Ils sont pour partie à Pierrefitte-Esbois et à Cerdon. Oui. À Cerdon, c'est un lieu que vous connaissez bien. Oui. D'abord, est-ce qu'on peut dire concrètement comment l'accueil s'est passé? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y en a un certain nombre qui ont réussi à être intégrés en Angleterre, Voilà. D'autres qui sont en attente, À leur paraît-il, demande, pour oui. l'Irlande, Voilà. à leur demande, voilà, ces jeunes mineurs, et puis d'autres qui vont rester ici. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Qu'est-ce qui va se passer À l'heure actuelle, autant que je sache, Oui. c'est que premièrement, à Cerdon, ces jeunes sont dans des locaux qui sont à 3 km du village. Et leur première préoccupation, elle est très élémentaire, c'est des vêtements et c'est des bicyclettes pour pouvoir Rejoindre avoir Cerdon. un minimum d'autonomie. Et en même temps, dans la population locale,
eh bien, il y a des tiraillements. Il y a des gens qui disent c'est tout à fait normal de les aider, et puis il y en a d'autres qui disent oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais est-ce qu'il y a eu, pour rassurer, parce que vous êtes sans doute au courant, est-ce qu'il y a eu des problèmes concrètement avec ces jeunes mineurs dans le village? Pratiquement pas. Ça veut Pratiquement pas. Ça veut dire quoi? Non, mais ça veut dire, si vous voulez, qu'on n'est jamais à l'abri de tel ou tel aspect, comme n'importe quel autre jeune, si vous voulez. Mais il n'y a pas eu de vol, de Mais il n'y a dégradation. pas eu de vol, il n'y a pas eu de choses tout ce que certains caractéristiques. craignaient à Hein, droite à bon, gauche. et si vous voulez, si vous vous reportez à la presse locale, en particulier le journal d'Augien, qui a sorti énormément d'articles par rapport à ça, vous verrez bien que il n'y a pas unanimité dans la population. Mais on n'a jamais, à ma connaissance, on n'a jamais, je n'ai jamais entendu dire, et encore avant-hier soir, j'étais avec des personnes qui ont été apportées des vélos à Cerdon, et je vais y retourner dans les jours à venir avec cette personne avec laquelle des contacts sont pris sur Orléans parce qu'il y a tout un organisme, une association où il y a énormément de vélos qu'on peut utiliser et qui vont être transportés là-bas. Mais, à ma connaissance, ces personnes qui ont été là-bas à Cerdon, moi, je n'ai pas pu les accompagner quand ils y sont rendus, mais il n'y a jamais eu de problème majeur. Oui, donc vous dites d'un côté une certaine hostilité, un peu de méfiance. Méfiance, parce que c'est la peur de l'autre. Et puis de l'autre côté, des opérations, des élans de solidarité. Et des élans de solidarité. Moi, l'autre jour, donc aujourd'hui, on est vendredi, mercredi soir, j'ai échangé avec quelqu'un qui m'a dit, bon, je suis allé à Cerdon, j'ai vu qu'il y avait des jeunes Africains qui étaient là avec un t-shirt, bon, ben, je vais y retourner avec des polos, je vais y retourner avec des pulls verts, je vais y retourner avec des choses. Mais j'y retourne aussi avec des vélos. Voilà, vous avez dit des jeunes Africains, effectivement, c'est important de dire qui sont ces jeunes, parce que quand on pense migrants, on peut penser réfugiés, on peut penser qu'il s'agit de Syriens ou de Kurdes. Or, il y a beaucoup d'Africains parmi eux. Il y a des Africains, et en même temps, ils ont le titre de réfugiés, c'est-à-dire qu'ils sont bien sous la responsabilité des services de l'État. Et il y a une responsable qui est dans le centre, et il y a des éducateurs. Encore un mot du contexte, parce Oui. que le contexte d'actualité nationale a été brûlant cette semaine. Oui. Pierre-Alain Manouni, enseignant-chercheur au CNRS, un enseignant-chercheur de 45 ans, a été relaxé hier après avoir été accusé d'avoir aidé 3 Érythréennes. C'était dans le sud-est de la France, du côté de Nice. Et Nice, puis, oui. 8 mois de prison avec sursis pour Cédric Héroux, agriculteur Oui. de la vallée de la Roya, D'accord. 37 ans, qui lui a fait passer aussi a aidé des migrants à passer la frontière. Oui. Hier soir, il était à la télévision avec l'émission où Emmanuel Valls était. Il a parlé du délit de solidarité. Est-ce qu'on peut en dire un mot? Parce que vous savez des choses sur ce délit de solidarité. Où on en est? Et puis, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces affaires? Le délit de solidarité, c'est une question épineuse parce que la loi française, elle a des choses où elle dit « Ok, j'admets au plan humanitaire » et en même temps, un refus. Et à ma connaissance, quand j'ai écouté... Alors, je n'ai pas écouté la télévision hier soir, mais hier à midi, sur France Inter, j'ai pris le soin, moi je donne mes sources, d'écouter le responsable national du GISTI. C'est quoi Le le GISTI? GISTI, c'est un organisme technique composé d'avocats, de juristes qui étudient les textes de loi, avec lequel toutes les associations en lien avec des migrants sont invitées à travailler. Et le GISTI, y compris par rapport à Orléans, a organisé des sessions de formation pour les personnes qui accompagnent et qui reçoivent des personnes déboutées du droit d'asile, des sans-papiers, et voilà. Donc, qu'est-ce que dit le GISTI sur ces deux affaires? Alors, premièrement, le responsable du GISTI, que j'ai bien entendu hier midi, il dit, il y a un fait grave, c'est parce que cet homme, on a porté atteinte à ce qu'il est. Il est menacé. Hein, on a fait courir chez lui des choses entièrement fausses. Et la loi française, eh bien, il y a 2 versants. On n'abroge pas des lois, mais on les contourne, on les aménage
Et selon la lecture que des juristes font, il y a une lecture rigide et il y a une lecture plus souple. Donc là, vous parlez de l'aide pour répondre à la question que vous faites. À l'hébergement et au séjour qui est considéré aujourd'hui, c'est considéré comme étant illégal aujourd'hui en France. Voilà. Et c'est le même problème par rapport aux jeunes mineurs isolés, parce que dans ma responsabilité, je suis allé à Paris pour travailler et écouter des avocats, des juristes, qui ont dit, il y a les deux aspects dans la loi française. Il y a des endroits où c'est absolument ténébreux et on ne sait pas ce qu'on peut faire. Et puis, il y a des endroits où ils disent l'inverse de ce qu'ils ont dit dans d'autres pages. Alors, on ne sait pas à quoi s'en tenir. Est-ce que vous ne pensez pas que sur ces deux affaires-là, et notamment l'affaire du jeune agriculteur Cédric Héroux, on n'en fait pas un peu trop et on n'en fait pas une affaire politique ? Alors, on peut toujours en faire une affaire politique. Je finis de préciser ma question, c'est que les chiffres concernés, c'est pas non plus des trains et des bus entiers de migrants qu'on aide à passer. On n'est pas à l'époque où les parents de Manuel Valls, d'ailleurs, ont passé le col du Perthus dans les Pyrénées-Orientales en fuyant la guerre espagnole, la guerre d'Espagne et la chute des Républicains à Barcelone. On a dû rappeler ça d'ailleurs. Mais on n'en est pas, c'est pas 450 000 personnes qui se massent à la frontière. Là, c'est quelques personnes. La question. Est-ce que vous pensez qu'on n'instrumentalise pas tout ça ? Alors ça, après, là-dessus, il faut être lucide, il faut être conscient qu'il y a toujours une instrumentalisation des choses, si vous voulez, mais c'est pour ça que moi, je dis que c'est important. Et moi, j'insiste beaucoup sur l'importance d'organisations comme le GISTI, parce que là, c'est un lieu où les gens, au nom de leur responsabilité vis-à-vis de la loi, au niveau des hommes de loi, au niveau des organismes humanitaires et de bonne volonté qui aident des gens, ils donnent des renseignements précis aux gens. Et ça me paraît fondamental. Père François Rollon, on vient de parler là longuement des mineurs étrangers isolés. Je voudrais qu'on parle aussi des migrants qui sont de longue date installés, notamment ici dans le Loiret à Orléans. Vous avez travaillé pendant longtemps dans le quartier de l'Argonne et vous les connaissez bien, ces migrants. Qui sont-ils aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a encore beaucoup? Et comment justement se sont-ils acclimatés à notre pays? Aujourd'hui, alors, est-ce qu'il y a dans le quartier de l'Argonne, qu'est-ce que vous avez pu constater, vous qui avez vécu avec eux pendant de longues années? Moi, je pense que premièrement, il y a des changements énormes. Des changements énormes qui sont liés, en particulier, à la réalisation du tram. Ce qui fait que ce quartier se trouve beaucoup plus proche du centre-ville qu'autre part. D'autre part, il y a toutes des constructions qui se font pour le domaine sportif, culturel, associatif, qui sont demandées depuis X et X années, mais qui sont en cours de réalisation. Et ça, je trouve que c'est positif. Ça ne veut pas dire... Alors, moi, je n'y habite plus depuis un certain nombre d'années, mais je dis qu'il y a des changements structurels, positifs, qui sont là. Et il faut avoir le courage de le dire. Donc ça veut dire que ça incite ces populations à rester dans ce quartier-là, à ne pas partir ailleurs. Maintenant, ce dont il faut être certain, c'est que il y a une couche de population très pauvre qui sont liées à l'arrivée du monde de la migration. Alors c'est qui? Ce sont des Asiatiques, des Alors, Africains? ce sont plus de type Europe de l'Est, de type africain, parce que, si vous voulez, le statut des Asiatiques, il est lié aux événements qui ont eu lieu dans les pays tels que le Laos, le Vietnam, la Thaïlande. Donc il y a maintenant longtemps. Et maintenant, il y a longtemps. Alors c'est pour ça que, si vous voulez, il faut essayer d'être précis quand on dit et quand on parle de quelqu'un, avec beaucoup de respect. D'abord, c'est une personne humaine. Il faut rappeler ça en permanence. C'est pas un sans-papier.
c'est pas un débouté, c'est un homme, c'est une femme qui a une histoire, qui a un passé, qui a une langue, qui a une culture, sans doute différent. Et ça, je crois que le fondement, il est là. À partir de là, un certain nombre de personnes apprennent et ont appris la langue française. Un certain nombre de personnes ont construit et construisent une famille. Ce que l'on constate chez des jeunes générations, c'est qu'ils ont quitté les agglomérations, mais ça vaut dans toute la France, pour rejoindre des villages périphériques où là, on peut construire à beaucoup moins de frais parce que les terrains sont moins chers. Parce qu'il y a aussi tous les aides de l'État au niveau des emprunts, de ceci, de cela. L'aspect délicat qui se trouve posé, c'est que les gens, ils ont des kilomètres à faire. Les questions qu'on peut aussi se poser, c'est qu'un grand nombre de personnes travaillent la nuit. Un grand nombre de personnes sont toujours victimes de la précarité. Un grand nombre de personnes, en particulier les femmes, font 30 km dans un sens, 30 km dans l'autre, qui s'occupent des enfants pendant ce temps-là. Ce qui fait qu'on se retrouve, on se regroupe à 2 ou 3 familles et on s'épaule. Mais la précarité, l'emprunt est toujours là. Et je voyais un jeune couple qui est en train de faire construire dans un village environnant d'Orléans. Il m'a dit encore dimanche, si tu savais quel casse-tête c'est tous ces papiers à remplir, parce qu'on n'y comprend rien. Le problème de la langue, le problème de l'écrit se trouve posé. Et ce n'est pas des gens qui veulent ne rien foutre, comme on dit. Et moi, je fais partie des gens qui disent qu'il n'y a aucun être humain, quel qu'il soit, qui quitte son pays par plaisir. On ne quitte pas son pays par plaisir. Sauf quelques exceptions près. La parole du pape François sur oui. ces sujets-là est audible et très entendue. En tout cas, elle porte elle devrait être mondiale, oui. Parce qu'il a une position qui permet ça. La vôtre, on l'entend ce matin, est très importante aussi. Oui. Entre les deux, l'échelon épiscopal, si je puis dire, on ne va pas casser ou tirer sur l'ambulance et tirer sur des évêques, mais est-ce que vous trouvez qu'en France, on entend assez les responsables de l'Église et même des autres églises sur ces questions de migrants? On n'a pas l'impression quand même qu'ils sont très présents médiatiquement. Je vais vous donner un exemple précis. L'année dernière à Calais, oui. Il a fallu attendre le mois de mai pour qu'une délégation de la conférence épiscopale se rende à Calais. Oui. Bon, il faisait moins froid au mois de mai qu'au mois de février, mais au mois de février, quand il y avait le démantèlement de la zone sud, on aurait aimé peut-être voir l'évêque d'Arras et d'autres aller soutenir et défendre ces migrants. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, si j'en reste, et c'est pas pour lui envoyer des fleurs, mais je sais que l'évêque d'Orléans était. Il était dans cette délégation, dans cette délégation. C'est pour ça que je le dis. Ce que je sais clairement, c'est que l'évêque à Orléans, j'en parle d'autant plus que je le vois régulièrement, s'efforce à chaque fois qu'on a pu héberger dans des locaux d'église, par exemple à Saint-Joseph, en lien avec l'Aïdafi ou à la maison Sainte-Anne, des familles isolées, à chaque fois il le fait. Alors après, je vous rejoins à titre personnel là, et à titre un peu citoyen, j'aimerais que des fois, les voix, elles soient un peu plus fortes. Oui, parce que celle du pape François, on l'entend. On l'entend. Elle est vive. Mais, si vous voulez, ce que je veux dire aussi, si je reprends chez moi sur le terrain, moi je me rends compte que l'évêque a relayé la parole du pape. Et qu'il y a dans différents endroits, en lien, mettons, avec le centre œcuménique, en lien avec des paroisses comme Fleury ou comme Saran, il y a eu tout un travail qui se fait, qu'on appelle le Conseil des réfugiés,
pour voir où on en est par rapport à ça. Oui, on peut dire, Père Rouleau, que par rapport aux chrétiens, là aussi, il y a les deux attitudes. Alors, il y a les deux attitudes. Oui. Moi, ce dont je suis témoin, c'est qu'il y a des gens qui sont très ouverts à ouvrir. Et c'est fou. C'est fou le temps qu'ils y passent. Parce que il y a des élans de solidarité assez considérables. Il y a des élans de solidarité très importants. Et ça, je crois, si vous voulez, qu'on pêche un peu par discrétion par rapport à ça, par pudeur, je dirais. Mais par peur aussi de se faire rattraper par la loi. Et puis, alors, oui, mais en même temps... Moi, si demain je veux aider des migrants, je ne le dirai pas à grand monde, parce que j'ai pas envie de me retrouver dans un tribunal. Je sais bien, parce que je connais des gens qui l'ont fait dans le Loiret, tout au niveau du monde agricole. Et il y a tout ça qui ne facilite pas l'éclosion publique des choses. Et puis, des chrétiens qui sont hostiles et méfiants, il faut le dire. Et puis, il y a... Ben oui, non, mais tout à fait. Tout à fait. Moi, je dis alors, qu'est-ce que vous leur dites, vous, à cela, Père Rouleau? Moi, ce que je dis, c'est que... il y a un mot que j'ai bien aimé chez le pape qui dit « il faut combattre l'indifférence ». Parce que ce n'est pas simplement l'indifférence par rapport à une catégorie sociale qui est franchement très maltraitée, mais je crois que ça vaut pour l'ensemble des gens. On est indifférent à la vie des uns, à la vie des autres. Et je crois très fort qu'on a la peur d'oser la rencontre. On a peur d'entrer en contact avec quelqu'un. On a peur de regarder. Et moi, combien de fois des gens me disent « mais qu'est-ce que je peux faire ? J'ai pas de chambre, j'ai pas de maison, j'ai pas... » J'ai dit « mais quand vous rencontrez quelqu'un, comment vous le regardez ? Quel regard vous portez ? Savez-vous s'il a mangé à midi ? Est-ce que vous êtes en mesure de lui indiquer qu'à Orléans, il y a des lieux où on peut manger, à tel endroit ? Qu'il y a des endroits où, malheureusement, qui sont trop peu nombreux, on peut dormir. Là, il y a tout un b.a.-ba qui est dans la possibilité des gens qui n'est pas fait. Est-ce que c'est ce que vous redirez dimanche à Châteauneuf-sur-Loire, vaincre la différence, oser aller vers l'autre ? Puisque moi, j'insisterai. Le dimanche 15 janvier, c'est ce que vous direz à Châteauneuf-sur-Loire ? C'est ce que voilà. Et si vous voulez, avec d'autres personnes, en particulier avec des religieuses très âgées qui sont en lien avec la communauté turque depuis 40 années à Châteauneuf, on est en train de permettre à un certain nombre de personnes issues de la migration de venir avec l'image de leur pays, pour bien montrer que être du Rwanda, ou être du Laos, ou être d'ailleurs, c'est une richesse pour notre monde d'aujourd'hui. Il n'y a pas que les Blancs, entre guillemets. Oui, voilà, que c'est effectivement, on leur apporte, on les accueille, mais ils nous apportent aussi. Mais ils nous apportent aussi. Hein. Et moi, je crois qu'un des aspects fondamentaux, c'est de faire découvrir dans la population des chrétiens que, avant tout, ce sont des êtres humains. Voilà. Et non pas ce qu'on entend facilement dans le domaine administratif. C'est un sans-papier, c'est un débouté, c'est un droit d'asile. Voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin, Père François Rouleau. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission Agora spéciale migrants.